Bonsoir à tous. Donc c'est Bacca Desbarons pour une conférence sur les dirigeables fantômes de la vague 1896-97. Je remercie Thierry Golin d'être présent de l'association OVNI Languedoc et Riol. Et donc on va commencer avec déjà 1800, la vague de 1896 au tout début, qui commence donc dans la région de San Francisco, Oakland et Sacramento, donc la Bay Area aux États-Unis, et elle dure du 6 au 30 novembre 1896 en premier lieu. Donc cette vague a commencé donc le 6 novembre, où il y a eu plusieurs sont des dirigeables qui sont apparus, notamment donc à Sacramento, San Francisco et Oakland, où il y a un engin étrange en fait qui évolue au-dessus de Chico et de Santa Rosa. Et donc il y a plusieurs dirigeables qui apparaissent à ce moment-là. Et le 30 novembre, c'est San Francisco qui reçoit à nouveau des sortes de dirigeables. Puis après, ça va vers l'Arizona. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu des dirigeables donc, de fait dans le passé, à partir des années, on va dire, 1880, en France aussi. Il y a eu tout ce débat du plus lourd que l'air, qui, justement, il y avait un débat à l'époque, hein, et où on pensait que ce n'était pas possible, en fait, d'être plus lourd que l'air. Et en premier lieu, il y a eu justement le livre de Jules Verne, ici présent. Donc le livre de Jules Verne, en fait, Robur le Conquérant, en 1886. Et lui, en fait, il a eu une sorte de pensée visionnaire. Alors c'est un peu comme le Titan, avec l'auteur du Titan, avec, qui a prévu, dans un roman, le Titanic, ce qui allait arriver au Titanic. Et bien, Robur le Conquérant, il parle d'un aéronaute qui a justement une sorte de dirigeable ou de vaisseau qui va à des vitesses incroyables et que c'est un génial inventeur. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est 10 ans avant la vague de 1896, puisqu'on est en 1886. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, soit il a eu une vision de l'avenir. Alors Jules Verne, hein, on sait qu'il est présent même dans des littératures, même par exemple à Bucarache, hein, il y a Clovis d'Ardentor, il y a plusieurs choses où il était comme visionnaire. Et là, donc, il aurait vu cette vague à l'avance, ou alors le phénomène agit en mimétisme, on le sait hein, parfois, le phénomène aurait agi en mimétisme de l'esprit du moment, ce qu'on appelle en allemand le Zeitgeist, l'esprit du moment. Et donc le phénomène aurait pu très bien copier quelque chose qui était dans l'imaginaire, on va dire l'inconscient collectif. Et là, on rejoint un peu Jung et la pensée aussi de Jacques Vallée. Alors Jacques Vallée de l'époque de Passepartout Macquarien en 69, qui lui était le premier justement à parler de cette vague de dirigeables. Par la suite, après, il y a eu Jean Sider, l'archive de 1897, qui a été paru en 87. Et après, il y a eu personne qui a fait de livre en fait en français sur cette vague de dirigeables. On envisage avec Eric Zorcher de faire un livre dessus sur cette vague-là, donc 96-97, ça à l'étude. Mais alors sinon il y a toute une littérature mais qui est américaine. Bon, il y a 7-8 livres hein, qui sont sortis, je montrerai à la fin, sur le sujet, mais en France, quasiment personne n'en a parlé, à part un petit peu Franck Morin qui l'évoque, mais il évoque surtout la vague de 1909. Il en parle un peu et voilà, on a des projets ensemble là-dessus. Donc lui, il y a eu des révélations, voilà, pas mal de choses sur la vague de 1909. Si tu veux pas que ça revienne, comme cette image-là, il faut cliquer sur la croix. Ouais. Sinon, tu vas toujours te la retrouver. Ah oui, je clique sur la croix. Voilà. Alors, il y a eu donc, voilà, je vais présenter un peu les coupures de journaux de l'époque, hein, qui ont justement mis en avant cette vague. Il y avait le San Francisco Call et d'autres vagues aussi. Alors, je vais dessus.
Voilà, il y a celle-ci, il y a, donc ça c'est les coupeurs de journaux d'époque. Si on voit, non, on voit pas. Si on voit. Donc quelques coupeurs de journaux. Ah, il faut fermer. Donc ça, il y a eu énormément de, on va dire, dans les journaux de l'époque, il y a eu énormément de papier en fait, sur cette vague déjà qui a commencé en 1896. Donc là, il y a plusieurs là, San Francisco Call le 29 novembre 1896. Ah, là je passais ça. Voilà. Alors là, ici, il s'agit d'un vrai dirigeable, enfin on va dire vrai, on va dire en tout cas factuel. C'est en 1888, c'est le premier dirigeable, on va dire ballon dirigeable de Daimler, donc par Gottlieb Daimler. Donc c'était en Allemagne. Hein. Là ici. Excusez-moi parce que c'était pas mon ordinateur, donc je ne suis pas habitué à... Voilà. Alors ici, il s'agit d'un dirigeable qui était entièrement en 1897, entièrement en métal, et bien bon, il a volé un peu, puis il s'est craché par la suite. Donc il y a eu quand même un dirigeable qui a été mis en place. Après, ici, il s'agit donc là du premier Zeppelin, donc c'est en 1900, premier vol du dirigeable Zeppelin, donc l'été 1900. Donc là, c'est pour montrer le côté factuel en fait des dirigeables. Ici, il s'agit donc des frères aéronautes Gaston et Albert, donc ce sont des Français. Et là, on est en 1883, 1884, où ils ont expérimenté aussi ces ballons. Au départ, c'était plutôt des montgolfières ballons. Alors, d'autres représentations d'époque aussi, là, des coupures de journaux de l'époque. Donc là, c'est toujours la vague 96-97. Donc San Francisco Call. Alors là aussi, il s'agit donc de l'aérostat dirigeable de Renard et Karch, donc au-dessus de l'usine militaire de Chalais. Donc là, on est en 1884. Donc là, c'est des choses factuelles hein, sur les vrais dirigeables de l'époque. C'est avant la vague Canto. Là encore des représentations d'époque, hein, Sacramento, donc en 1896. Alors après, la vague en fait commence, à partir de 1897, elle commence véritablement à aller vers le Midwest. Donc là, c'est l'Iowa, l'Arkansas, le Wyoming, le Texas, l'Ohio, Nebraska, Illinois, Wisconsin, qui sont représentés dans toute cette vague-là. Et on quitte en fait la Bay Area, la West Coast, la Californie, pour s'étendre. En fait, cette vague n'est pas très très longue, hein, puisqu'elle dure 2 mois. Elle dure avril-mai 1897. Un peu comme certaines vagues, hein, par exemple la vague de septembre-octobre 54 n'a pas duré très longtemps en France. Il y a eu la vague de 1989 de Belgique. Souvent les vagues agissent sur des courts temps et avec intensité. Et après ça disparaît. C'est pour ça qu'après, elle continue en
1909. Et il y a aussi cette vague de 1946 en Suède, où il y a des centaines de crashs de fusées, mais des crashs de rien, puisqu'en fait on n'a jamais rien retrouvé. Les Américains sont venus, c'était en Suède, et en même temps c'est, on va dire, en miroir, le mimétisme de la peur du moment. La peur du moment, c'était les V2, on sortait de la guerre juste, et en fait les témoins voyaient des sortes de fusées qui ressemblaient à des V2, très métalliques, et ça tombait directement dans les lacs, sauf qu'il y avait, on trouvait rien. Voilà. Donc ça c'est une vague aussi intéressante, et il y a aussi cette vague dont parle aussi Jean Sider dans son livre sur le polymorphisme. Dans les années 30, il y a eu toute une vague d'avions fantômes. Donc on retrouve toujours ça sur plusieurs vagues, sauf que 1897, on va dire que c'est la première vague OVNI en fait, puisque il s'agit d'un côté matériel, presque tous les boulons, où là on peut vraiment, il y a quelque chose d'étincelant, il y a quelque chose de métallique, hein, et donc ça ressemble un peu à la vague qui va suivre après les années 50, où on est dans tous les boulons, mais le côté OVNI métallique. Alors le 8 avril 1897, il y a un objet lumineux qui semble suivre la voie ferrée près de Cedar Rapids. Alors ce qui est intéressant dans cette vague-là, c'est que on constate qu'il y a beaucoup d'ovnis, de dirigeables, on va dire, près des voies ferrées. Alors est-ce qu'ils venaient rechercher le fer? Alors on parle de certaines il y a certaines positions ufologiques qui parlent de la recherche du fer pour certains ovnis plus récents. Et là, justement, un peu comme il y a eu cette vague, on va dire, où il s'intéresse un peu au nucléaire, hein, et bien là, il s'intéressait de près apparemment au chemin de fer. D'ailleurs, il y a eu, alors ce qui est intéressant dans cette vague-là, c'est qu'il y avait ces dirigeables, en fait, c'était assez saugrenu, hein, puisqu'ils avaient des ailes battantes, un peu comme justement des oiseaux. Alors il faut savoir que dans l'inconscient collectif américain, il y avait vraiment ce projet-là d'ailes battantes qui avait été essayé, sauf qu'en France, à cette même époque, 97, ça avait déjà été étudié comme quoi ce n'était pas possible. Mais dans l'imaginaire américain, c'était encore possible, et donc dans l'inconscient collectif, si jamais le phénomène agit en mimétisme, dans l'imaginaire américain, il y avait encore cette idée que c'était possible. Souvent, il y avait des dirigeables avec de l'acier poli, de l'aluminium, et il agissait, alors c'est ça qui est intéressant, et qu'on pourrait relayer avec la vague actuelle OVNI, c'est qu'ils partaient des fois comme des coups de fusil. Et aussi, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans les témoignages actuels, et aussi qu'ils avaient des lumières, des couleurs que des fois l'humain n'arrive pas à comprendre et à exprimer. Ce qu'on retrouve dans les vagues de OVNI actuelles, où il y a des centaines de lumières, où le témoin n'arrive pas à décrire de quoi il s'agit, de quelle couleur véritablement le phénomène agit. Et on retrouve ce genre de couleurs dès 1897. Et aussi, ce qu'on retrouve aussi, ce sont des ufonautes, alors on va dire aéronautes pour l'époque, hein, ou aérostiers, ça dépend, on peut dire différemment. Les aéronautes se présentaient comme des farmers, donc ils nous ressemblaient, ça n'avait rien à voir avec les petits gris ou les grands blonds, pas encore en tout cas. Disons qu'ils auraient pu se ressembler à des grands blonds, mais là ils se ressemblaient plus à des farmers en mimétisme des farmers qu'ils rencontraient dans le Midwest américain. Et souvent, ils demandaient de l'eau du puits en échange, alors toujours le coup de la panne, hein, il y avait toujours ce coup de la panne, cette idée qu'ils ont besoin soit de clés à molette pour réparer leur engin, il y avait ce genre de discours. Et surtout, ils ne disaient absolument pas venir d'un autre univers, hein, ils se faisaient passer pour des géniaux inventeurs, qu'ils avaient justement... c'était des humains en fait, il ne s'agit pas du tout d'extraterrestres. Déjà dans l'imaginaire à l'époque, on n'imaginait même pas qu'il y avait d'autres choses. Alors, après on parlait de Mars, c'est vrai qu'on imaginait à l'époque encore que sur Mars il pouvait y avoir une vie.
ce qui s'est passé justement dans les années 50, où certains ufologues se faisaient passer pour martiens. Parce que, en fait, à l'époque, on allait peut-être y aller. Et après, c'est Betty Bernay, les Éthers Reticuli, après c'est Sirius, et maintenant c'est beaucoup plus loin. À chaque fois, ils aiment un peu mentir sur leur origine, et toujours avec le miroir du moment. Et ce concept sur le miroir, comme disait Camus, le miroir reflète mais n'enseigne pas. On voit, il nous reflète, l'inconscient, en fait, il reflète notre inconscient, mais pas forcément la vérité. Donc là, en fait, ils se faisaient passer souvent pour des géniaux inventeurs, et ils demandaient parfois de l'eau du puits, et ce qu'on retrouve dans les légendes irlandaises, par exemple de Ben Bulben, où la gentilhommerie, qui était un peuple, on va dire, de fées, mais qui était plutôt des sortes de princes, qui demandaient aussi de l'eau du puits, et en échange, ils donnaient des gâteaux ou ce genre de choses. Ce qu'on retrouve dans un cas intéressant de Joe Simonton en 1961, Eagle River, où le témoin, il voit dans son jardin des ufonautes qui sont en train de faire des crêpes ou des petits gâteaux, enfin c'est vraiment saugrenu, et les gâteaux ont été analysés en laboratoire. Bon, on n'a pas trouvé quelque chose d'extraterrestre, hein, mais on a trouvé que c'était des vrais gâteaux en tout cas. Et en échange, il demandait de l'eau du puits. Ces entités, et il y avait donc un puits chez lui, et donc on retrouve tout à fait ce genre de schéma dès 1897, en tout cas. Après, dans les années 50, on va dire, c'est plutôt des échanges qu'il y a eu, mais on le verra après, mais des échanges de procédés, par exemple, mais on reviendra dessus après. Alors le 11 avril 1897, il y a un objet en forme indéterminée, qui, avec un bruit strident, survole la ville d'Appleton, dans le Wisconsin. Après, quelques jours plus tard, il y a un fermier de la région qui trouve dans son champ une tige métallique et une lettre où on lit ceci: le problème de la navigation aérienne a été résolu, nous avons été capables d'atteindre la vitesse de 240 km/h et une altitude de 750 mètres. Alors le message, que le fermier considère comme un message adressé soit de géniaux inventeurs ou d'êtres d'ailleurs, et le mode de propulsion dans la notice était la vapeur, parce que souvent aussi dans ces contacts, eh bien, les aérostiers ou aéronautes disaient ça va remplacer votre train, mais vous en saurez davantage plus tard. Dans le Michigan, il y a aussi un grand ballon sonde qui a été apparu au-dessus de Shelby. Ensuite, à Springfield, dans le Missouri, des personnes rencontrent dans un champ des habitants d'un engin bizarre, et puis ils engagent avec une conversation. C'est ça qui est très étrange, c'est ce genre de conversation qu'il y a, qui après n'arrivera plus vraiment, hein. Ou alors dans les années 50, et après ça disparaît, parce que tout se mit dans des grands plombs, on reviendra dessus après. Il commence déjà en 42-43, bien avant Adamski, mais il y a eu ces témoignages-là des années 40 jusqu'aux années 60. Et après, ça disparaît en fait du champ lexical, parce que là, Adamski se sont décontactés, mais des témoins véritables qui n'avaient aucune connaissance d'Adamski n'était pas là. En 44-43, il y avait déjà des gens qui voyaient ce genre de grands blonds, mais on est encore dans l'imaginaire, puisque la peur du moment, c'était justement les Allemands ou les armes secrètes américaines ou les armes secrètes allemandes, et donc c'était en miroir en fait souvent de la peur du moment. C'est pour ça qu'on voyait ce genre de grands blonds. Il faut voir dans le contexte que le phénomène OVNI n'est pas que tous les blonds. Si on analyse bien les choses, il agit depuis très longtemps sur l'inconscient collectif, et il agit en mimétisme de nos peurs, aussi du métier du témoin, et aussi du caractère socio-psychologique. Et ça, Jacques Vallée, Bertrand Meilleuse et d'autres ont analysé les choses, Jean Sider aussi, plus tard Eric Socher. Ils ont compris, en fait, et le Jacques Vallée de l'époque Passeport Mangolien avait compris ce genre de choses. Alors, dès 1897, justement, il y a aussi un cas où ce qu'on retrouve maintenant, c'est un cas d'une étrange boule, le 15 avril 1897, qui change, qui est d'abord bleuâtre, et qui change de luminosité, et qui change aussi, on va dire, de forme, devient oblong.
Et ça, on retrouve tout à fait ça dans les cas actuels où des fois, même des fois deux témoins voient deux choses différentes. Voilà. Et alors, l'engin, il semble se diviser en deux parties, et en deux corps, en deux petites dimensions, et après on entendit le bruit d'une explosion. Alors il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées. Il y a aussi à Kalamazoo des témoins aperçoivent d'un objet lumineux donc qui traverse le ciel, et puis après ils entendent une terrible explosion. Et ils trouvent le lendemain matin un certain nombre de débris éparpillés, dont une bobine de film métallique. C'était peut-être un des cas de Roswell avant, bien qu'il y a eu le cas d'Aurora, mais on reviendra dessus, où je pense que c'est vraiment un cas de là. Ce qui a d'ailleurs fait beaucoup de tort à la vague depuis 1897, puisque Aurora, ce serait donc un faux cas, on va dire. Mais on reviendra dessus. Après, dans Indiana, à Gaz, il y a le 14 avril 1897, 6 humanoïdes qui descendent de l'engin, qui s'en prennent des repères. Et les habitants tentent de s'en approcher, mais les humanoïdes regardent leur vaisseau rapidement. Ils s'élèvent dans le ciel avec un bruit sec. À Fontanelle, le 13 avril 1897, dans l'Iowa, donc le soir, le bateau aérien a été vu par la population tout entière, et il se déplaçait lentement. Et ce n'est pas 10 000 miles à l'heure. Alors parlons en miles à l'époque, enfin maintenant ou en pied. Et on pouvait voir très distinctement la machine, donc d'environ 60 pieds, jusqu'aux vibrations des ailes. Donc encore ces fameuses ailes qui semblent battre, en tout cas de ce que voient les témoins. Ils ont entendu aussi des airs d'orchestre, on a dit d'orchestre. Alors il faut savoir qu'aussi le problème de ces témoignages, c'est que parfois les journalistes, des fois, en rajoutaient un peu à la fin, soit pour faire plus vrai, mais c'est pas tellement les témoins les témoins décrivaient vraiment ce qu'ils avaient vu, sauf que les journalistes, des fois, faisaient du sensationnel et voulaient en rajouter un peu et donnaient des détails incongrus à la fin. Et le cas paraissait justement faux. Alors, il y avait les pros et les anti. Il y avait donc certains, sur 2 mois, c'était tous les jours, quoi. Même il y avait certaines villes où on disait ah bah l'airship il n'est pas passé ici, il faut appeler ça aussi l'airship il n'est pas passé ici, eh bien bah, la ville n'est pas dans la lumière, hein, puisqu'il n'est pas passé. Ou avant inversement, c'était ah bah enfin il n'est pas passé dans cette ville, les habitants ne sont pas tous fous. Parce qu'il y avait quand même cette idée de voilà, c'est une hallucination collective. Alors, il y a un cas que je vais vous montrer. Il s'agit donc du cas de M. John M. Barclay. Alors c'est une présentation graphique que j'ai faite. Hein. Donc on est le 21 avril 1897. Donc M. John M. Barclay, donc à Rockland, au Texas. Là, bien, ce qui se passe, c'est que le soir, à 23h, monsieur donc, Barclay, eh bien, il entend son chien aboyer férocement, et il va la voir à la porte, et il voit quelque chose d'assez exorbitant près de chez lui. Et s'il n'avait pas entendu dernièrement, justement, que le bateau aérien survolait le Texas, il se sera enfui, sauf qu'il voit une sorte d'objet de forme étrange, oblongue, avec des ailes, et sur le côté des amarres de taille et de forme variée, avec des lumières brillantes. Ça correspondait aussi au cas, c'est qu'il y avait des lumières extrêmement brillantes qui parfois illuminaient, on va dire, les villages, et parfois les villes, mais des petites villes, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'était pas des grandes villes. Ce qu'on retrouve dans des cas, dans les années 70, hein, jusqu'à les années 70, même en France, hein, où il y a des villages qui étaient avec des projecteurs, enfin, certains ovnis illuminaient le village, mais pas longtemps. Et là, on retrouve ça, sauf que ces engins de l'époque, véritablement, en 1997, où les vrais dirigeables, on va dire, existaient, eh bien, il était impossible d'avoir du matériel de lumière. Ça aurait été beaucoup trop lourd pour l'époque, et ce n'était pas possible. Donc, il y avait quand même donc, ces phénomènes lumineux de lumière, donc, qui étaient complètement incongrus pour l'époque. Ce n'était pas possible. Alors, monsieur donc, Barclay, il voit que l'engin il tourne en rond à plusieurs reprises, puis petit à petit il se pose sur le sol dans une prairie contiguë à sa maison.
Alors, M. Barclay, ils sont tous armés là-bas, hein, il prend sa Winchester, il va voir le bateau, et les lumières s'éteignent. Et là, il voit donc un homme, un mortel ordinaire, qui se trouve près du bateau aérien, qui lui demande de rempocher son revolver, et donc M. Barclay, il lui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous » Et là, l'aéronaute lui dit « Qu'importe mon nom, appelez-moi Smith. » Alors des fois, il s'appelle Smith, des fois, il s'appelle... ils ont d'autres noms, voilà, ils donnent des noms bien américains en tout cas. Et là, il lui demande de l'huile lubrifiante, un paire de ciseaux à froid, s'il pouvait en procurer, ainsi qu'un peu de sulfate de cuivre. Et il lui dit donc, je suppose que le scieur de pierre à côté a les 2 premiers articles et que le télégraphiste aura le sulfate de cuivre. Voici un billet de $10, prenez-le, procurez-vous ces choses et gardez le reste de l'argent pour votre peine. Alors il s'exécute, hein. Et il demande quand même, mais vous pouvez demander le voir. Et celui qu'on appelle Smith dit non, mais on vous permettra de vous approcher plus près. Mais faites ce que je vous ai demandé et de saura apprécier votre amabilité. Et on vous rendra votre gentillesse, on vous rendra faire un petit tour. Alors bon, M. Barclay, il s'exécute, il va ramener de l'huile, des ciseaux à froid, mais il ne trouvait pas le sulfate de cuivre. Alors les gens n'avaient pas de petite monnaie, M. Barclay voulait rendre le billet de $10 à l'aéronaute, l'homme refusa. Il lui donna une poignée de main, et cordialement, et le pria de ne pas le suivre, en fait. Et le témoin demande « Mais vous venez d'où ?» Et là, l'aéronaute lui dit « De nulle part, mais nous serons en Grèce après-demain. » Alors il y a cette sorte de langage absurde, hein, ce qu'on retrouve par exemple dans un cas bien connu des ufologues. Il s'agit du cas de Laszlo Ujvari en 1954, où à Raon-l'Étape, l'ufonaute, là, parce qu'on parle d'ufonaute aussi, dit au témoin, c'est pas dans les Vosges, il dit au témoin, il demande où il se trouve, est-ce que je suis en Italie, en Espagne, et il voulait savoir aussi à quelle distance il se trouvait de la frontière allemande, et quelle heure il était. Alors Laszlo Ujvari, il dit qu'il était 2h30, et puis là il sort une montre, et lui disant, ah non, vous montez les 4 heures. C'est ce dialogue absurde, le festival d'absurdité, qu'on retrouve des fois dans les témoignages des témoins. Donc là, il y a quelques présentations du cas donc, de M. Barclay, que j'avais faites. Là, ici. Alors, ensuite, il y a un autre cas, il s'agit de Frank Nichols. Donc, représentation graphique aussi des sortes de farmers hein, qui ressemblaient un peu qui ressemblaient vraiment. Donc, le 20 avril 1897, M. Frank Nichols à Yossauran, dans le Texas, rencontre ces aéronautes hein, qui se présentent à lui dans la nuit, et il fut accosté donc par des hommes qui portaient des seaux. Et il lui demande la permission de tirer de l'eau du puits. Là, on retrouve encore cette idée du puits. Et donc, le témoin, il accorde sa permission. Il l'invita jusqu'au bateau. Il parla librement avec l'équipage, composé de 6 à 8 individus, qui étaient près du bateau. La machine était vraiment compliquée. Il lui manqua du temps pour comprendre comment elle fonctionnait. Cependant, il y a un des hommes de l'équipage qui lui dit que le problème de la navigation aérienne avait été résolu, que le bateau avait été construit en une matière récemment découverte, qui avait la propriété de se maintenir par elle-même dans l'air. Et donc la puissance de ce moteur est fournie par électricité fortement condensée. On l'informa que de 5 ou 6 de ces engins avaient été construits dans une petite ville du comté de l'Iowa, que bientôt l'invention sera livrée au public, et on était en train de former une compagnie qui aurait un immense stock et que dans le courant de l'année prochaine, on s'en servira par toutes ces machines. Encore une fois, c'est le genre de cas où le témoin, on lui ment délibérément, hein, on lui fait croire que, voilà, en tout cas, ces êtres-là
lui font croire, ou alors il s'agit peut-être de géniaux inventeurs, mais ils lui font croire en tout cas que ça va être démocratisé et que justement, eh bien, on arrivera à avoir ce genre d'appareil. Hein. Alors il y a un inventeur, pour le coup, un vrai inventeur qui existait véritablement, qui s'appelait John Ernst Warren Keeley, qui est né en 1837, il est mort en 1898. Et Keeley, justement, il s'est aventuré à utiliser la résonance sonore pour manipuler ce qu'il appelait l'énergie rayonnante de l'univers. Alors il faut savoir que les expériences de Keeley ont abouti aux travaux de l'Institut Boutard. L'Institut Boutard, il y avait Arnaud Intinguet, il y avait aussi, bon là je rends hommage, il est toujours là, toujours vivant, mon grand-père Dithieu, qui s'occupait aussi des ondes électromagnétiques, qui s'occupe aussi des oscillateurs Holom-Lakowski. Donc il a repris les travaux de Lakowski. Fait à part, cet homme, en fait, donc Keeley, utilisait en fait ce qu'il pourrait appeler l'éther universel, et c'était censé remplir l'espace. Et là, finalement, on rejoint les travaux de Guillemot, justement, et ces forces, en fait, pourraient être exploitées par résonance sonore, pour réaliser la lévitation et la propulsion. Donc cette théorie a abouti justement au moteur Keeley, ça fait un moteur particulier. Donc en 1896, Keeley fait la démonstration d'un dirigeable équipé de plaques de résonance et de mécanismes vibratoires finement réglés, dont le but en fait était de montrer qu'on pouvait monter et flotter en exploitant ce qu'il appelait le courant polaire éthérique. Donc cet engin, c'était comme une sorte de dirigeable, hein, ça pouvait surmonter dans certaines limites, et on pouvait avoir des vitesses allant à 500 miles à l'heure. Ce qu'on retrouve après finalement dans les projets Aurora, ce qui est marrant c'est que c'est Aurora, le projet Aurora de Jean-Pierre Petit qui démontre avec la MHD qu'on peut arriver à des vitesses incroyables. Et justement, ça s'appelle Aurora, parce qu'il a repris les travaux des programmes, pas les programmes spatiaux secrets, hein, mais là, ce sont des programmes vraiment des black programmes utilisés par l'armée américaine, qui s'appelait Aurora. Et ce qui est drôle, c'est que Aurora, c'est une ville en Texas où on verra qu'il y a eu un fou. Donc cette démonstration a non seulement mis en valeur que la capacité de cette technologie pouvait contrôler en fait, les effets gravitationnels, mais aussi l'objectif, c'était plus large, qui constituait à justement exploiter des forces naturelles, on va dire invisibles, grâce à la résonance harmonique. Donc, c'était sur le son, l'espace, et aussi sur le côté de ce qu'on entendait. Donc il y a l'expérience de Keeley a permis justement de développer une physique moderne, donc c'est qui travaillait sur les champs magnétiques harmoniques. Donc là c'est une expérience dont je voulais parler parce que ça a été très peu mis en avant, mais cette expérience en 1896 a eu lieu, voilà, par John Boyce Keeley. Alors là maintenant on va passer à un autre cas. Alors, on va passer à un cas, donc c'est le cas d'Alexander Hamilton, qui a été étudié aussi par Jacques Vallée, hein, en son temps, qui même a fait un petit film hein, où il en parle. Alors, je vais chercher le cas. Non, c'est pas ça, c'est un dessin d'Eric Zourchard qui représente la vague des dirigeables. Mais le voilà. Donc, Alexander Hamilton à Leroy, Kansas, 20 avril 1897. Donc, dans la soirée du 20 avril 1897, vers 22h30, les témoins, donc, le témoin qui s'appelle Alexander Hamilton, qui est cultivateur, est réveillé, ses bêtes sont réveillées et faisaient du bruit. Et donc, il va voir ce qui se passe, il se lève, et puis là, il voit, lui et un fermier et plusieurs témoins, il voit donc cet appareil hein, qui est assez grand, hein, qui fait 100 mètres de long, avec un chariot en dessous, et ce chariot
était en verre avec une autre matière transparente qui alternait avec une étroite bande de matière opaque. Il était brillamment éclairé à l'intérieur et tout était parfaitement visible. Et il était occupé par 6 êtres assez étranges hein, pour lui, en tout cas le témoin. Il paraît que nous ensemble, mais il n'a pas pu saisir un mot de ce qu'il disait. Et toutes les parties du vaisseau, en fait, étaient transparentes et rouge foncé. Alors les témoins, quand même, ils sont apeurés quand même, et l'engin dirige un phare sur eux. Et dès que les témoins ont été vus par le phénomène, en fait, ils allumèrent donc une source d'énergie, une grande roue à turbine d'environ 10 mètres de diamètre, qui tournait lentement au-dessus de l'engin. Cela se mit à ronfler, le vaisseau s'éleva lentement comme un oiseau, puis fut à 100 mètres d'eux, il sembla rester en suspens. En fait, lorsqu'une une génisse a été prise qui beuglait, qui semblait accrochée à la clôture. Alors ils vont voir la bête, ils vont essayer de couper le câble qui faisait 1 centimètre d'épaisseur, et une matière rouge qui faisait un nœud coulant autour de la bête. Ce qu'on peut constater là, c'est peut-être la première vague de mutilation animale qui a commencé dès 1897, puisqu'on a quand même retrouvé donc, la bête, on a retrouvé son cou, à l'autre bout, à plusieurs kilomètres, on a retrouvé la tête, les pieds et la peau quand même. Et pensant même que quelqu'un avait volé ou égorgé la bête, la peau, eh bien, il y avait une identification. Et là, on voyait bien qu'il n'y avait aucune empreinte humaine ou sur le sol. La bête avait été mise comme ça, sans raison. Donc là, c'est peut-être un des premiers cas, on va dire, de mutilation animale. Donc il y a plusieurs personnes qui ont représenté M. Hamilton pour justement montrer qu'il y avait une véracité. Donc il y avait comme un shérif adjoint, un banquier, un pharmacien, un juge de paix. Enfin, il y a eu plusieurs personnes en fait qui ont appuyé son témoignage. Merkel, le 26 avril, alors ça c'est un sujet à caution, mais on va quand même en parler. À Merkel, le 26 avril, en 1897, on retrouve donc un parallèle avec ce qui a pu se passer dans des légendes irlandaises, où eh bien, en 950, après le Bleu en Irlande, on voit une sorte de vaisseau spatial ou un navire aérien, on va dire, qui aurait largué justement un de ses occupants près d'un groupe de fidèles rassemblés autour d'une église. Et l'événement qui est rapporté par le Houston Post a donc de nombreux points communs avec l'histoire irlandaise. Donc ce 26 avril 1897, des groupes revenant d'une église remarquent un objet lourd qui vient jusqu'au moment où il traversait la voie ferrée, encore cette histoire de voie ferrée qu'on retrouve, la corde se prit dans un rail. Levant la tête, il vient que ce qu'il supposait être un bateau aérien eh bien, n'était pas assez près pour qu'on puisse avoir une idée de ses dimensions, mais on pouvait quand même voir la lumière et certains hublots. Et il y avait une très brillante à l'avant, donc ça rappelait un peu les locomotives, ce qu'on retrouve dans plusieurs cas de ces dirigeables de 1897. Après quelques 10 minutes, on voit un homme qui glisse le long de la corde, et il parvient assez près pour qu'on puisse le voir clairement. Il portait un habit bleu de marin, était petit de taille. Il s'arrêta quand il vit des groupes près de l'ancre, il coupa la corde, et est reparti dans la direction nord-est. Alors l'ancre est maintenant exposée dans la boutique forgeron Elliott & Miller et attire l'attention de centaines de personnes. Ce qu'on retrouve dans une légende ancienne irlandaise, c'est ce que justement met en avant Jacques Vallée, c'est ce côté merveilleux technologique. Finalement, on retrouve la même chose, puisque là, ce sont des gens qui sortent en courant d'église, qui voient un bateau aérien qui est avec des hommes à bord, et le câble se prend, le câble de l'ancre se prend dans l'église, en fait. Et on aurait dit que les pilotes nageaient, on va dire, dans l'eau. Les gens se précipitèrent pour essayer de s'en saisir, mais l'évêque leur défendit d'attraper l'homme, car ça pourrait le tuer. Et l'homme fut laissé libre et courut au bateau, l'équipage coupa la corde et le bateau disparut. Donc on retrouve en fait ce genre de cas dans les légendes, justement, en Irlande. On retrouve cette notion irlandaise, comme dans la gentilhommerie, et là on le retrouve encore dans un cas justement plus récent. Il y a une autre cas, bien sûr, de 26 avril 1897, c'est un engin
à Ellsworth dans le Texas qui est apparu, qui s'élève dans l'air et émet des bruits stridents, puis il disparaît. Il y a d'autres observations, notamment au Texas, le 26 avril. À Dayton, c'est un cigare phosphorescent qui survole la ville à très vive allure. À Barring Cross, c'est un cigare qui se livre à une véritable danse dans le ciel. Le 30 avril, il y a un nouveau cas au-dessus de Dayton. Et là, c'est un fermier qui voit des éclairs bizarres dans la cour de sa ferme. Les bêtes sont affolées, il saisit son fusil, il va voir ce qui se passe. Et là, il voit une sorte de dôme illuminé qui se pose au loin dans un champ. Il y a un étrange bourdonnement, et il évalue à peu près 1 kilomètre l'engin. Et malgré cette distance, il voit quand même des silhouettes qui quittent l'engin et descendent. Ils font plusieurs fois le tour du dôme, mais ils ont l'air très occupés. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve dans les cas des années 50 aussi, où les ufonautes ont l'air très occupés, ils ne s'occupent pas du témoin, et ils font des sortes de réparations. Ce qu'on retrouve ça souvent dans les cas des années, justement dès 1897, et qu'on retrouve après dans les années 50. Alors là, on va avoir un cas, donc c'est le cas de James Houghton. Alors, ici, on va voir la représentation du cas que j'ai ici en photo, ou en image, on va dire plutôt. Alors. Donc là, il s'agit de James Houghton. Nous sommes le 4 mai 1897, ça se passe à Oman, Arkansas. Le capitaine James Houghton, donc, qui a publié le récit, donc là ça apparaît dans l'Arkansas Gazette, eh bien, ce conducteur était bien connu du chemin de fer de la montagne de fer, donc Iron Mountain. Il était descendu à Texarkana pour ramener un train spécial, et sachant qu'il avait 8 ou 10 heures à passer à Texarkana, il s'est dit qu'il pourrait aller chasser à Oman, donc en Arkansas. Il arrive à peu près à 15 heures, et quand à 18 heures la chasse était bonne, il revient. Eh bien, il voit comme quelque chose, quand il reprend les chemins de la gare, il voit quelque chose dans les broussailles. Son attention fut attirée par un bruit familier, un bruit que dans le monde entier, il aurait pris de suite pour un piston d'une locomotive. Alors il dirige de côté, il va voir le bruit, et là, il voit un objet qui faisait le bruit. Et surtout, il voit ce bateau aérien, donc avec ces sortes de roues. Et il y a un homme de taille moyenne qui portait des verres fumés. Donc il vérifiait la tôlerie de ce qui semblait être l'arrière de l'engin. Donc le témoin s'approche, et là, il regarde l'aéronaute, on va dire. Et donc l'aéronaute lui dit bonjour monsieur, il lui demande c'est ça le bateau aérien, parce qu'il était au courant quand même, dans tous les journaux, ça, on en parlait tout le temps, partout. Et là, on lui dit oui monsieur, yes sir. Et donc il voit d'autres hommes en fait qui sont occupés, qui sont près de la quille du bateau, ils ont l'air occupés à réparer ou à faire quelque chose près du bateau. Il vit donc une quille qui était divisée en 2 parties, qui se terminait à l'avant en pointe, comme la pointe d'un couteau, tandis que les flancs ils grossissaient jusqu'au centre, puis diminuaient. Il y avait 3 grandes roues, donc on voit ici, représentées, faites d'un métal recourbé, et qui, en avançant, devenait concave. Alors là, le témoin, il dit, mais s'il vous plaît, ça ressemble beaucoup au bruit du Flower Westinghouse. Et pour le coup, ça correspond exactement au métier du témoin, parce que les Flower Westinghouse, il était habitué à l'utiliser dans sa locomotive. C'est là où je pense que souvent le phénomène agit en fonction du métier du témoin, en fonction de l'inconscient, on va dire, du témoin, et aussi de ce qu'il fait comme travail, ou dans l'endroit où il vit. Et donc là, il dit peut-être bien, mon ami, mais nous savons d'air comprimé et d'aéroplane, mais vous en saurez davantage plus tard. Et là, tout d'un coup, l'équipage dit tout est prêt, quelqu'un cria au moment où le bout disparaît dans le vent de l'engin. Il remarque qu'à l'avant de chaque roue, il y a un tube de 2 pouces, il commence à cracher de l'air, les roues commencent à tourner. Et là, le bateau, il s'élève petit à petit en sifflant. Il y a des aéroplanes qui surgirent, et là, des gouvernails à la poupe du bateau commencent à virer d'un côté, de l'autre. Les roues commencent à tourner si vite qu'il ne peut plus en apercevoir les rayons. Et là, d'un coup, l'objet, en fait, part comme un coup de fusil.
Alors, il y a Flying Saucer qui a relayé ce cas en 1966. Ici, vous montrez. Voilà, ça c'est c'est la presse anglaise, on va dire, le Flying Saucer Review, donc, qui représente ce cas, donc The Change Case 1987 Airship. Alors il y a aussi un autre cas, il s'agit donc du... Donc là c'est le cas du 6 mai 1897, aussi, où il s'agit du commissaire de police Tom Turner et shérif McLemore, qui est député à Hot Springs. Et ils sont dans la célèbre station thermale de l'Arkansas, donc Hot Springs. Et dans la nuit donc, du 6 mai 1897, ils poursuivent des gens à cheval, et ils remarquent une lumière brillante. Et donc cette lumière les poursuit un petit peu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils voient deux hommes, en fait, qui étaient près d'eux, enfin pas loin d'eux, qui tenaient à la lumière des lumières, qui remuaient. Et là, ils sortent de Chester, les policiers, et ils demandent qui est là, qu'est-ce que vous faites. Et là, il y a un homme à longue barbe noire qui s'avance, une lanterne à la main, et qui, après avoir demandé qui ils étaient, il commence à expliquer que lui et les autres, eh bien, ils voyageaient en bateau aérien dans la campagne, et surtout, ça ressemblait vraiment au bateau aérien. Donc ça ressemblait exactement au bateau qu'ils avaient vu dans les journaux. Et ils voient un jeune homme donc, du bateau qui remplit un grand sac d'eau. On retrouve encore cette notion d'eau. Et la femme, elle essaie de se dissimuler dans l'ombre. Elle s'abritait avec un parapluie. Alors, l'homme au favori, en fait, il avait donc, une grande barbe, tout à fait typique, c'était un peu justement miroir du témoin. Il dit qu'il connaissait l'endroit, mais qu'il battait la campagne. Et puis, et surtout, il y avait cette notion, il y avait une lumière de l'engin qui s'éteignait, se rallumait, et le témoin demande pourquoi, et il disait que la lumière consommait beaucoup de courant, et donc c'est pour ça que ça s'éteignait, ça s'allumait sans arrêt. Et il disait qu'ils allaient partir pour Nashville, Tennessee, après avoir vu la campagne, mais étant pressés, ils devaient repartir ailleurs. Donc il y a pas mal de cas dans ce genre-là où il y a comme des dialogues avec les témoins. Alors, on va montrer d'autres cas. Donc là, c'est la représentation graphique, on va dire, des farmers de l'époque, que j'ai faites. Justement, vous pouvez voir un peu ces ballons, à quoi ils ressemblaient. Voilà les représentations d'époque de ces dirigeables. Alors on va passer maintenant à des cas, on va dire, plus récents, mais qui sont aussi importants puisque ça se rapproche, on va dire, de cette vague-là, mais on passe dans les années 50. Alors, déjà, un des premiers cas, on va dire, français, il s'agit de 1930, et ça se passe en Ardèche. Ardèche, Montréal, et là c'était une sorte de fusée qui fait presque 10 mètres de long, et il y a plusieurs témoins. Et donc là on peut dire que c'est un des premiers cas français, et on est en 1930. Donc c'est un cas justement assez rare, puisque c'est justement le début, on va dire, de la vague française. Et là on est bien avant les années 50. Alors on va prendre un autre cas maintenant. Il s'agit du cas
on est en 1944, et là c'est là où je parlais tout à l'heure des essais grands blonds. Un témoin, donc, ça se passe à Coselli, Gustino, près de Lucca, en Toscane. Et bien la personne qui voit cette représentation, on va dire, il s'y attendait pas du tout. Il voit donc une sorte d'engin lenticulaire et qui est métallique. Et il pense de suite à, justement, alors ils ont l'air de grands blonds, hein, ils sont tout à fait grands, très blonds. Et il s'imagine qu'il s'agit soit d'une arme américaine, il ne pense pas du tout extraterrestre.